Bonjour à tous, très chers fans de catch, ici Kozak, et aujourd'hui, une vidéo pour une fois spéciale. Parce que je vais pas faire une critique d'un segment en particulier, je vais plutôt faire une analyse de ce qui se passe en ce moment, de cette semaine de catch côté WWE, qui a soulevé beaucoup de questions auprès des fans de catch à travers le monde. Parce qu'on va pas se mentir, oui, l'Euro après WrestleMania est un événement que tout le monde attend. Tout le monde attend parce que c'est le début d'une nouvelle saison, c'est là où les nouvelles intrigues sont lancées, où les nouvelles stars nées après WrestleMania se lancent de nouveaux programmes. On a aussi des retours fantastiques, etc., etc. Bref, c'est une période excitante parce que c'est comme le premier épisode d'une nouvelle saison d'une série. Et beaucoup de gens, je vais pas dire beaucoup de gens, vous êtes, vous êtes 177 chaînes, mais j'ai eu le retour de plusieurs personnes qui attendaient mon avis sur l'Euro après WrestleMania. Et j'attendais, j'attendais de voir ce Raw, mais aussi de voir le SmackDown qui allait suivre, de voir quelques news, de voir un peu les coulisses pour pouvoir faire cette vidéo et faire un état des lieux à frais. Non pas à chaud, à frais. Alors première chose à dire, c'est que oui, je partage l'avis de, je pense, 95% des fans de la WWE. Ce Raw après WrestleMania était extrêmement décevant. On va pas se mentir, c'était extrêmement décevant. Surtout un WrestleMania 39, après un WrestleMania 39 qui était franchement réussi. On va reparler du main event de la nuit 2 après. Mais après ce WrestleMania 39 ultra réussi, en globalité, on a un show décevant. Et ce qui justifie ça, c'est parce que... Pourquoi ce show était décevant? C'est parce qu'on n'a pas eu ce sentiment d'un nouvel épisode, du début d'une nouvelle saison. On a eu droit à la suite lambda de la saison qu'on regarde actuellement. Et on a le sentiment que la WWE, cette semaine, a fait du surplace, que rien n'a changé. Et tout cela est lié à une raison majeure. C'est lié au booking de Cody Rhodes. Avant qu'on parle de tout le reste du show, il faut évacuer le plus important, le booking de Cody Rhodes. 3 mois, même pas 3 mois, 1 an de build-up extrêmement réussi côté Cody Rhodes. Un début en fanfare à WrestleMania face à Seth Rollins, qui était l'allié de Roman Reigns à l'époque, une grosse rivalité sur le long terme, ultra réussi. Un match à Hell in a Cell ultra épique où le mec catch avec une blessure aux pectoraux, la chance assez paradoxale d'être retiré des rings pendant 6 mois pour qu'il puisse manquer aux fans de catch et pour que ça tombe pile poil à la période de WrestleMania. Quelque part, cette blessure, c'était limite un cadeau du ciel. Parce que quand Cody Rhodes est revenu au Royal Rumble, c'était le héros. Tous les autres avaient échoué. Entre-temps, Drew McIntyre avait échoué, Kevin Owens avait échoué, et Sami Zayn se faufilait pour faire un bon champion, pas un bon champion, mais un bon adversaire de transition pour Elimination Chamber. C'était le parfait placement. Bref, le rythme était parfait. On arrive après la rivalité Sami Zayn Roman Reigns, Cody Rhodes face à Roman Reigns. Le mois de mars était épique. Les promos contre Paul Heyman, le sentiment de Cody Rhodes de finir l'histoire, d'accomplir ce que son père n'a jamais pu accomplir, c'est-à-dire choper le titre de champion. Battre pour une fois ce règne de Roman Reigns interminable. Il ne reste plus qu'une personne dans le kayfabe et dans les yeux des fans qui puisse battre Roman Reigns, c'est Cody Rhodes. Tout ce build-up pour arriver à ce point crucial, ce climax épique WrestleMania 39, avec un match, on le rappelle, qui a été fantastique. Si on devait mettre une note à ce match, il aurait la note maximale. C'était un match fantastique. Dans l'émotion, c'était fantastique. Mais ce résultat, au bout d'une semaine, on peut le dire, ce résultat a tout foutu en l'air. Tout foutu en l'air. Lendemain du match, j'étais en mode... Putain, j'étais deg, j'étais complètement dégoûté comme vous tous, on était tous dégoûtés de la défaite de Cody Rhodes face à Roman Reigns. Mais j'étais en mode, bah voilà, ils ont voulu nous surprendre, ils nous ont surpris. Et oui, ils ont réussi à nous surprendre, il y avait une sacrée clim, mais l'effet sur le court terme était très efficace. Mais il faut s'interroger sur le long terme maintenant. Au bout d'une semaine, quel est le résultat de cette victoire? Et on peut se dire tout de suite que c'était une mauvaise décision. C'était une mauvaise décision, parce qu'on peut se dire, ils ont mis cette défaite à Cody Rhodes parce qu'ils avaient des plans pour la suite. Un truc qui allait se passer, quelque chose d'énorme. Et on voit que non. On voit que ça fait du surplace. Pour quelle raison la WWE a fait perdre Cody Rhodes?
Parce que le lendemain à Raw, on a cette confrontation avec Roman Reigns, on a Cody Rhodes qui invite Brock Lesnar pour faire un match contre Roman Reigns en tag team, c'est très très peu justifié, mais bref. Ils vont faire ce combat avec Brock Lesnar. La foule pop quand on voit Brock Lesnar arriver en mode babyface pour aider Cody Rhodes. On a un gros match de main event dans un show télé à Raw. Brock Lesnar va catcher à Raw. Truc légendaire. Et vous le savez tous, à la fin du show, on n'a même pas de match. Cody Rhodes se fait allumer par Brock Lesnar. Et encore une fois, sur le court terme, c'est hyper intéressant ce qui se passe. Il y a une clim dans la foule, c'est impressionnant. Et Brock est redevenu un monstre. Et quelque part, cette rivalité Cody Rhodes face à Brock Lesnar, oui, elle est super bien sur le papier, cette rivalité. Elle est super bien. Ça va être une superbe rivalité de transition. On peut pas faire meilleure rivalité de transition que ça. Et oui, Cody Rhodes va sortir grandi en battant Brock Lesnar s'il le bat. Mais bon, au bout d'un moment, je pense qu'ils sont pas aussi cons de faire passer Cody Rhodes face à Brock Lesnar. Donc oui, on va voir cette rivalité Cody Rhodes-Brock Lesnar. Le match va être génial. Cody Rhodes va sortir grandi parce qu'il va battre Brock Lesnar. Et tout cela, tout ce cheminement va résulter à un match Roman Reigns face à Cody Rhodes. Seulement voilà. Un match Roman-Cody Rhodes, maintenant, à l'heure actuelle, ne peut avoir lieu que à 2 shows. Uniquement 2 shows. WrestleMania et SummerSlam. Et c'est là qu'on peut s'interroger. Parce que, avec un règne aussi grand, oui, Roman Reigns ne peut voir son règne s'arrêter que sur une énorme scène. WrestleMania ou SummerSlam. Et encore, je mets une réserve sur SummerSlam. Franchement, s'il y avait un choix à faire, son règne devrait s'arrêter à WrestleMania. Et c'est pour ça que je ne comprends pas cette décision au bout d'une semaine. Ils ont raté le coche. Tout était là. Tout était là. Oui, peut-être que c'était prévisible. Et ça l'était. Mais au bout d'un moment, ce n'est pas grave. Il y a d'immenses films, d'immenses séries où la fin est prévisible. Mais on a un plaisir énorme à voir ces films et aussi un plaisir énorme à revoir ces films de nouveau. Vous n'allez pas me dire par exemple que pour en faire un truc unanimement connu, que la saga sur les Anneaux ou Jurassic Park ou Star Wars sont des sagas, des films qui sont imprévisibles. Non, on voit très bien où ça va aller, ça y va, mais ça reste des grands chefs-d'œuvre qui sont regardables par tout le monde. Et c'est la même chose avec la WWE. On aurait pu avoir cette immense fin de saison, cette victoire de Cody Rhodes qui bat Roman Reigns, ça aurait été exceptionnel. Le lendemain, Raw après WrestleMania, on a cette nouvelle saison, boum, Roman qui a toujours les boules auprès de Cody Rhodes, y a toujours l'histoire de Jey Uso, de Jimmy Uso par rapport au sein de la Bloodline qui reste ici, qui reste forte, qui reste mis en avant. Et on a toute cette histoire avec la Bloodline qui va rester à l'écran. Mais on garde aussi ce truc avec Brock Lesnar, pourquoi pas. On a Cody Rhodes sur vainqueur, et boum, à la fin du show, il se fait ramarer pour Brock Lesnar. Franchement, on n'aurait pu rien changer à ce Raw d'un point de vue scénaristique formel. Sauf à la seule différence d'avoir un Cody Rhodes champion. Et cette simple différence aurait changé toute la dynamique, aurait insufflé beaucoup d'intérêt aux yeux des spectateurs pour ce Raw. Énormément d'intérêt. Parce que même Roman, il aurait un peu les boules contre Brock Lesnar, il aurait fait non, mais attends, Cody Rhodes c'est mon adversaire, qu'est-ce que c'est faire, c'est ça de me prendre mon spot là, c'est ça? Peut-être que ça aurait pu mener à encore un match Roman contre Brock. Je dis pas qu'on aurait voulu le voir, mais ça aurait été possible et plausible et envisageable, ça aurait été logique. Et peut-être un Cody Rhodes face à Roman Reigns face à Brock Lesnar, allons-y, soyons fous, dans un triple threat, pas dans un SummerSlam, dans un petit show, pourquoi pas? Avant un gros 1v1 SummerSlam, j'en sais rien. Un Wargames, si Brock Lesnar pète pas un câble maintenant, il pètera un câble plus tard. On a la Bloodline face à Cody Rhodes, Brock Lesnar, Sami Zayn et Kevin Owens. Contre la Bloodline. Allons-y. Il y a plein de solutions. Il y a énormément de solutions qui auraient été vraiment intéressantes. Mais là, ce qui se passe, à l'heure actuelle, c'est que, avec ce que j'ai vu de SmackDown, la Bloodline est toujours intéressante, mais ce sont ces acteurs secondaires qui sont intéressants. Ce qui est intéressant au sein de la Bloodline actuellement, c'est Sami Zayn, Kevin Owens, Jey Uso, Jimmy Uso, Solo Sikoa. Solo Sikoa qui a pris énormément d'importance, et tant mieux pour lui. Il le mérite, et franchement, ça va être hyper intéressant ce qui se passe avec eux. Mais c'est pas le main event. Aucun de ces 5 mecs-là, à l'exception peut-être de Solo Sikoa, si grandi et mûri, et un look de plus en plus intéressant, bref, aucun de ces 5 mecs-là ne sera dans le main event. Ce qui est le plus intéressant au sein de la Bloodline, c'est ce qui concerne la mid-card, les championnats par équipe et les acteurs secondaires de ces factions. Roman Reigns et Cody Rhodes, le main event, n'est plus aussi intéressant.
Il ne peut y avoir que Cody Rhodes qui va battre Roman Reigns actuellement. C'est toujours le seul qui puisse le faire. Et je pense qu'à terme, il le fera. Je ne vois pas pourquoi Roman Reigns serait imbattable jusqu'à la fin. Encore une fois, peut-être qu'il va dans cette décision, dans cette direction. Peut-être que le mec, il va être imbattable, que finalement, il lâchera ses titres tout seul pour aller à Hollywood. J'en sais rien. Mais quel intérêt? Quel est l'intérêt de faire ça? Je pense qu'à terme, il va le faire gagner Cody Rhodes. À terme. Mais ce sera moins impressionnant. On sera moins surpris. On sautera moins de joie que lors de WrestleMania. C'est peut-être un mauvais exemple à type de comparatif, mais rappelez-vous de WrestleMania 34, où Roman Reigns affrontait Brock Lesnar dans le main event. Alors personne ne voulait voir ce match, mais dans la tête, dans la tête des gens de la WWE, Roman Reigns bat Gros Wrestler à WrestleMania, boum, nouveau champion l'enfant de saison. Sauf que pareil, ils ont fait une clim à la fin de WrestleMania 34 que personne n'a aimé. Personne n'a aimé pour que Roman Reigns batte Brock Lesnar à SummerSlam. Et tout le monde s'en foutait. Ça ne changeait rien. Ça ne changeait rien. Et dans l'état de Cody Rhodes, eh ben, ça ne va rien changer. Ça va être même moins intéressant. C'est hyper bizarre cette direction. Je ne comprends pas pourquoi ils ont fait ce choix. Alors Triple H en conférence de presse disait que Cody Rhodes n'arrêtait pas de dire finir l'histoire, finir l'histoire, finir l'histoire, alors que la WWE, eux, ils ne mettent pas de point final aux histoires, ils laissent l'histoire continuer, c'est pour ça que les gens reviennent. Oui, mais non. Oui, mais non. Une saison doit se terminer. Une saison doit se terminer pour lancer sur une nouvelle saison. Et je ne vois pas pourquoi, avec un Cody champion, ça aurait arrêté l'histoire. Non, la Bloodline aurait continué. Même Roman Cody Rhodes, ça aurait continué aussi. Ça aurait continué. Et ça aurait été encore plus intéressant. On se serait dit, putain, est-ce que Roman va vraiment reprendre les titres? C'est possible. C'est possible, il puisse les reprendre. Pour qu'on ait un match final au prochain WrestleMania. J'en sais rien. Ça aurait pu être le cas. Et ça aurait pu être intéressant. Mais bref, tout cela est peut-être lié à quelque chose. Apparemment, ce n'est pas le cas. Apparemment, ce n'est pas lié à cette chose dont je vais vous parler. Mais c'est peut-être lié au retour de Vince McMahon aux commandes. Parce que oui, encore une fois, je ne vous apprends rien à mon avis. Vince McMahon est revenu avec un nouveau look, on dirait un narcotrafiquant. Il s'est teint les cheveux en noir, il a une abord d'une moustache, mais sublime, sublime. Et il est revenu aux commandes de Monday Night Raw. Il l'a même dit ouvertement en interview. Aurait vu un impact sur l'édition créative de la compagnie? Oui et non. C'est ce qu'il a dit. J'aurai un impact sûrement sur les décisions les plus importantes. Et encore une fois, qu'est-ce qui est le plus important dans une Vince McMahon? Ça peut être beaucoup de choses. Ça peut être beaucoup de choses. Un mec qui a toujours été dans le contrôle à ce point, ça peut être énormément de choses. Bref, il est revenu aux commandes et ça n'a pas manqué. On est retourné au vice qu'avait la WWE avant l'ère Triple H, c'est-à-dire des réécritures de scénario juste avant le show, même des fois des catcheurs qui étaient informés de changements des changements de segments pendant le show. Mention spéciale à Seth Rollins qui a fait son entrée, qui était prêt à faire une promo ou un segment ou qui sait ce qu'il aurait dû faire, que des mecs arrivent en a coupé un peu pour lui dire non, les plans ont changé, juste tu vas laisser la foule chanter ta chanson et après tu te barres. Il est en mode pardon? On a vu sa réaction dans la vidéo, je pense que vous l'avez tous vu cette vidéo. Mais putain, c'est quoi ces conditions de travail? Vous imaginez un peu ce que ça signifie pour des catcheurs? On t'enlève ton temps d'antenne. C'est comme ça. Alors que tu t'es préparé avant. Ça se trouve, tu t'es préparé une semaine avant. Je sais pas à combien de temps les catcheurs connaissent ce qui va se passer. En l'occurrence, c'est le repris WrestleMania. Donc il était au courant la journée, mais il était courant, il s'est préparé, il a peut-être appris son texte par cœur, il a peut-être bossé pour, il arrive le jour même, il a une belle ovation de la foule, il est prêt, et là on lui dit non, casse-toi en fait. Et alors qu'on parle de Seth Rollins, hein, on parle de Seth Rollins, ce mec c'est une star dans ce putain de show. Et mention aussi à Bayley qui s'était préparé pour arriver au Damage Control, et qu'on lui dit ah non en fait Bayley t'es écarté du show, ta gueule, barre-toi. Ça n'arrivait pas à l'ère Triple H, et franchement le moral des catcheurs apparemment est au plus bas. Je pèse sur les mots apparemment, parce que je ferai une vidéo qui parle de Dave Meltzer concernant l'affaire CM Punk plus tard. Ne prenez jamais au pied de la lettre ce que disent les journalistes. Les journalistes, ce sont pas des gens qui sont dans les coulisses, ce sont des gens qui entendent des rumeurs d'autres personnes, on ne sait pas qui, et qui écrivent des articles dessus. Du moins dans l'affaire catchesque. Il n'y a pas des journalistes qui courent dans les coulisses de SmackDown, ou de Raw, ou de la WWE. Il n'y en a pas. Donc, ce que disent les journalistes, on prend avec des pincettes. On se fie à ce qu'on voit et on se fie aux faits.
Et il est connu de ce qu'ont dit les catcheurs que Vince McMahon réécrivait les scénarios et on l'a vu en live avec Seth Rollins avec ses réactions. Voilà, ça c'est un fait. C'est un fait. Bref, donc on est de retour avec des conditions de travail catastrophiques pour les catcheurs. On est de retour avec des segments qui changent et avec des mecs genre Homos qui n'étaient pas prévus pour catcher. Le mec il avait même pas pris sa tenue, il était à la cafétéria, on lui dit hey tu catches, et il catch contre Elias, le Raw après WrestleMania. On a Homos contre Elias, vive la hype quoi, vive la putain de hype. Rien contre Homos, hein, je trouve qu'il a fait un bon taf contre Brock Lesnar, mais il a pas le talent, il a pas la hype pour un Raw après WrestleMania ce mec, c'est pas possible. Donc nique ta hype, le mec il fait ce qu'il veut, Vince McMahon fait absolument ce qu'il veut, il est nouveau roi du monde, et on avait tous crainte qu'il prenne le contrôle de SmackDown. SmackDown n'était pas décevant comme Raw, mais il était complètement classique. Complètement classique, pas glorieux pour un sou. Encore une fois, comme l'année dernière, comme les mois précédents, ce qui était intéressant, c'était l'histoire de la Bloodline, des acteurs secondaires, Sami Zayn, Kevin Owens, Jey Uso, Jimmy Uso, Solo Sikoa. C'était la présence de Gunther. Et voilà. Voilà. Maintenant que j'ai dit tout ça, maintenant que j'ai dit on aurait pu avoir mieux, on aurait pu avoir mieux, on aurait pu avoir mieux, faisons un état des lieux, des intrigues, des champions à l'heure actuelle, pour voir dans quelle direction se lance avec cette nouvelle saison entre guillemets de la WWE. J'ai déjà parlé de Roman Reigns. Enfin non, j'ai pas parlé de Roman Reigns entièrement. J'ai parlé de Cody Rhodes. Mais on a Roman Reigns champion disputé. Hormis Cody Rhodes, quel est l'adversaire donné pour Roman Reigns? Personne. Il a battu tout le monde. On a potentiellement un programme d'attente avec Randy Orton, mais Randy Orton n'est nulle part. Nulle part. Peut-être qu'ils ont mis Matt Riddle ici, qui feud avec la Bloodline pour qu'on ait un retour de Randy Orton qui va sauver Matt Riddle. C'est possible. On a potentiellement Randy Orton au programme d'entente, mais Randy Orton ne battra jamais Roman Reigns. Jamais. Donc, en personne, la seule personne plausible pour battre Roman Reigns, c'est Cody Rhodes, qui arrivera à SummerSlam ou au prochain WrestleMania. Voilà, ça c'est un état des lieux de l'intrigue de championnat indisputé de la WWE. Cool. Championnat féminin. On a Rhea Ripley et Bianca Belair. Elles sont confrontées à Raw. On a encore une fois vu que Rhea mangeait Bianca Belair d'un point de vue promo. Clairement, elle la mange. Et je me suis fait des lieux du fait que le seul match que j'ai envie de voir actuellement, le seul big match féminin, non il y en a plusieurs, mais le plus gros big match féminin à l'heure actuelle à la WWE, c'est Rhea Ripley contre Bianca Belair. Et aussi Rhea Ripley contre Becky Lynch. C'est les deux big matchs, énormes big matchs de la fédération. Et tout le reste des femmes, elles ont beau être talentueuses, elles ne font pas le poids face à ces trois femmes-là. Elles ne font pas le poids. Elles sont clairement en dessous. Je me suis dit, quitte à avoir une personne qui est clairement au-dessus en la personne de Rhea Ripley, et avec une Bianca Belair qui est une bonne meilleure catcheuse secondaire, mais pas la meilleure catcheuse du roster, j'enlèverai le titre à Bianca Belair. J'aimerais bien avoir ce match Rhea Ripley contre Bianca Belair, pourquoi pas à SummerSlam, pour unifier cette ceinture, pour qu'on ait une championne féminine. Il n'y a pas assez de catcheuses dans le roster pour qu'on ait deux rosters différents. Il faut qu'on ait une championne féminine. C'est pas comme les catcheurs où il y a beaucoup plus de catcheurs, on peut se permettre d'avoir plusieurs champions. Pour les catcheuses, elles sont moins nombreuses, et surtout moins nombreuses à être au top de la carte. Il faut avoir une seule championne féminine, en la personne de Rhea Ripley. Et là, on peut faire quelque chose avec ceinture, là, on peut avoir un vrai visage féminin sur la compagnie. Un vrai établi. Mais en tout cas, voilà où on en est. Je dirais qu'il faudrait unifier deux ceintures. Bianca Belair devrait perdre face à Rhea Ripley. Et après qu'on ait aussi des matchs Rhea Ripley contre Becky Lynch. Et après qu'on réélève les autres talents. Pourquoi pas un Raquel Rodriguez qui vient pour un peu de transition tant qu'elle n'est pas encore prête. Etc. etc. Concernant les champions de la mid-card. Là, c'est peut-être ce que la WWE fait de mieux. On a Kevin Owens, Sami Zayn qui sont champions, ça fait du bien d'avoir une équipe de babyface champions qui sont vraiment pressés par la foule, qui ont un peu de star power, un petit peu, des champions du peuple, des champions auxquels le public peut s'identifier, je trouve ça super. Ce qui va pêcher, c'est le manque crucial de compétition, il y a un énorme manque de compétition. On peut peut-être avoir un truc cool, Matt Riddle et Randy Orton face à Sami Zayn et Kevin Owens, mais on a face contre face, c'est pas hyper intéressant. En heal, en soi, on a que Ivar, on a que les Viking Riders qui sont à peu près intéressants pour un programme, mais encore une fois, de transition. Les Usos, on peut encore faire quelques trucs, mais bref, c'est... c'est des bons champions, mais on va manquer de compétition.
Par contre, concernant les catcheurs solo, Gunther et Austin Theory, eux, ils ont un avenir radieux. On a Gunther, un heel badass, un boss final, et Austin Theory plus une sorte de MJF de la WWE. Donc deux heels très distincts sur lesquels les babyface vont se manger les dents. Eux, ils ont des super règnes qui peuvent continuer, ils continuent à s'élever au fur et à mesure, ils font un super travail. Bref, ça va être génial. Je pense que Gunther va gagner son titre plus longtemps qu'Austin Theory. Je pense, on verra bien. Mais bref, eux, un avenir radieux. Un avenir radieux. Mais quand on peut le voir, avec ces championnats, c'est que, le plus intéressant, c'est les intrigues secondaires. Et intrigues secondaires solo. Les championnats par équipe n'ont pas vraiment de rivalité établie hyper intéressante. Pour les femmes, on n'a que des putains d'énormes affiches qui vont probablement réserver pour SummerSlam. Probablement. Et pour les mecs, pour Roman Reigns et Cody Rhodes, c'est pareil. Donc qu'est-ce qu'on fait en attendant? Et ça, c'est la preuve que ils auraient dû capitaliser sur une victoire de Cody Rhodes. Parce que si Cody Rhodes remporte ce putain de titre, il y a tellement d'affiches possibles. Mais tellement d'affiches possibles. Plein de matchs qu'on n'a jamais vus. Cody Rhodes, il a eu des rivalités contre 2 personnes à WWE. Seth Rollins et Roman Reigns. C'est tout. Et il pourrait peut-être même encore se battre contre Seth Rollins pour un match championnat. Il aurait pu encore relancer cette rivalité. Ça aurait clairement pu. Pour un 4e match, allons-y. Je ne comprends pas pourquoi ils ont raté le coche. Tant que Cody n'aura pas gagné ce titre, la WWE va faire du surplace. Alors peut-être que ça fait rire un latino, un vieux latino au loin, pour reprendre les mots d'un youtubeur célèbre. Mais... merde quoi. C'était mon avis général sur tout ce beau bordel. C'est dommage. C'est dommage. La WWE avait une hype folle ces 3 derniers mois. Franchement, le Rumble, Sami Zayn contre Kevin Owens, Sami Zayn contre Roman Reigns, la Bloodline, Cody Rhodes contre Roman Reigns. C'était hypant. Et là, pour la première fois depuis ce début d'année, je sens qu'on fait du surplace et je suis déçu de ce que propose la WWE. Et ça fait mal. Parce que tout cela coïncide. C'est dingue, hein. Tout cela coïncide avec le retour d'un vieux latino au loin. Tout cela coïncide avec ça. Bref, je pense que c'est un signe. C'était Kozak. Prenez soin de vous, bande de fans de catch. Et accrochez-vous. Accrochez-vous à ce produit.